Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la conception de produits financiers sensibles au genre avec un focus sur l'Afrique de l'Ouest. Je suis Anouche Bezelgue, l'éditrice du portail FINEV francophone, la plateforme de connaissances indépendante du SIGAP. Malgré de nombreux progrès en ce qui concerne la propriété et l'utilisation des comptes financiers au cours de la dernière décennie, l'Afrique subsaharienne est à la traîne lorsqu'il s'agit de combler l'écart entre les sexes en matière d'inclusion financière. Toutefois, il y a de nombreuses initiatives réussies dans le continent qui utilisent leur connaissance des femmes pour offrir des services financiers adaptés à ces dernières. Donc, dans ce webinaire organisé en collaboration avec FinEquity, nous présenterons plusieurs de ces initiatives qui ont lieu en Afrique de l'Ouest. Trois intervenantes échangeront autour de leur expérience avec la conception de produits financiers sensibles au genre qui soutiennent l'inclusion financière des femmes. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques rappels techniques. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones des participants resteront muets pendant toute la durée du webinaire. Toutefois, vous êtes invités à participer, donc vous pouvez poser vos questions à tout moment pour les panélistes dans le chat. Donc, n'oubliez pas de préciser à qui vous adressez votre question et nous répondrons aux questions à la fin des présentations. Donc, nous vous invitons également à vous présenter dans le chat en nous disant pour quelle organisation vous travaillez et depuis quel pays. Donc, pour être sûr que tout le monde voit votre question, n'oubliez pas de sélectionner tout le monde lorsque vous envoyez la question. Et l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PDF sera envoyée à tout le monde d'ici 48 heures. Donc, aujourd'hui avec nous, je suis ravie d'accueillir trois panélistes. Donc, il s'agit de Aude de Montesquieu, qui est facilitatrice pour FinEquity, Aminata Soubou, responsable de la stratégie pour Mayagro, et Laure Kwame, qui est en charge de l'inclusion numérique et financière des acteurs du secteur agricole pour WeAgri. Donc, concernant le déroulé du webinaire, nos trois intervenantes partageront leurs enseignements et expériences sur la conception de produits sensibles au genre au sein de leurs organisations respectives. Puis, nous terminerons ce webinaire par une session de questions et réponses. Donc, avant de laisser la parole à notre première panéliste, quelques chiffres sur l'inclusion financière des femmes en Afrique subsaharienne. Donc, d'après les chiffres du Global Findex 2021, malgré une augmentation de 12 points de pourcentage du nombre de titulaires de comptes, près de la moitié de la population n'a toujours pas accès aux services financiers formels sur le continent. Et ce sont les femmes qui sont davantage impactées, puisque 49% ont accès aux services financiers versus 61% des hommes. Donc, c'est l'écart de genre qui est le plus important juste après la région MENA. Et les femmes font parfois face à des difficultés supplémentaires pour accéder au téléphone mobile ou à des documents d'identification, donc ce qui leur complique l'accès à des services comme le mobile money. Et pour faire un focus sur quelques pays de la région Afrique de l'Ouest, donc toujours d'après les chiffres du Global Findex 2021, l'écart entre les sexes des titulaires de comptes demeure élevé dans la région, mais il y a de fortes disparités suivant les pays. Donc, voici quelques exemples. Par exemple, l'écart entre les sexes est de 18% au Bénin, 11% au Burkina Faso, 27% en Côte d'Ivoire, 11% au Ghana, 20% au Nigeria, 12% au Sénégal et 11% au Togo. Donc, cette introduction faite, je vais maintenant laisser la parole à notre première intervenante. Donc, il s'agit de Aude de Montesquieu de FinEquity. Donc, Aude, c'est à vous, on vous écoute. Merci beaucoup, Anouche. Merci de l'opportunité de parler aujourd'hui. Je suis Aude de Montesquieu de FinEquity. Je suis la facilitatrice globale de FinEquity. FinEquity, vous connaissez peut-être, on est une communauté de pratiques qui est hébergée par le SIGAP. On se concentre sur les questions de comment aider les femmes à être empowered économiquement grâce aux services financiers. C'est un honneur pour moi d'être sur ce panel avec WeAgri et MyAgro. Ici, sur la slide, vous pouvez voir donc, le FinEquity Global, notre vision, donc vraiment dédiée à l'inclusion économique des femmes par les services financiers et l'empowerment économique des femmes par les services financiers et le fait qu'on ait une communauté à pratique. En haut à droite, j'ai rajouté le QR code de FinEquity Africa
Finequity Africa, vous pouvez flasher et sinon je le mettrai aussi dans le chat. Finequity Africa, c'est le hub régional de Finequity. C'est une communauté de pratique locale. Elle est facilitée par Rose Rono qui se trouve au Kenya, avec l'idée de faciliter l'échange, le dialogue sur des questions d'inclusion économique et d'empowerment économique des femmes par les services financiers en Afrique. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à rejoindre notre communauté. Il y a une newsletter de Finequity Africa, des événements de Finequity Africa. Et donc, ça nous ferait vraiment plaisir que vous nous rejoigniez. Et aussi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi après ce webinaire pour parler de choses qu'on pourrait faire ensemble. Pour aujourd'hui, je vais parler une ressource que Finequity a développée l'année dernière. Je mets dans le chat ici. Cette ressource fait partie d'une série de 3 guides. Anouche, s'il te plaît, la slide d'après. 3 guides que Finequity a développés sur comment rendre les services financiers plus sensibles au genre. Et on a décidé de développer 3 guides sur 3 choses spécifiques. La première, c'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de diversité au niveau du management et du leadership et des employés des institutions financières. C'était la première chose dont on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. La seconde, et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus sensible aux questions de genre quand on développait des produits financiers. Et la troisième chose qui peut faire l'objet d'une autre conversation peut-être avec le portail, c'est comment développer des indicateurs et comment monitorer des indicateurs sur la data sur les genres. Qui sont les personnes que votre institution financière atteint, quelles sont leurs préférences, d'où elles viennent, etc. Donc, de beaucoup mieux utiliser les données pour mieux servir les femmes. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est vraiment le design de produits financiers liés au genre. Et du coup, je vais juste vous présenter brièvement, en particulier cet outil, le Resource Guide qu'on a appelé Gender Sensitive Product Design, donc design de produits sensibles au genre. Et je vais vous présenter, je vais vous donner une idée de ce qui est inclus dans ce guide. D'abord, ce guide, c'est pas un livre ou un document à part entière, c'est une liste de ressources qui est sur le site de Finequity et qu'on essaye de mettre à jour périodiquement. Il y a 3 sections dans cette liste de ressources. La première, c'est un ensemble de documents qui expliquent pourquoi c'est important de concevoir des produits spécifiques pour les femmes. Alors, dans cette première partie de notre Resource Guide, guide de ressources, on a mis en avant plusieurs documents qui sont importants pour pouvoir expliquer pourquoi c'est important de se focaliser sur les femmes. Déjà, pourquoi c'est important d'un point de vue de la vision de l'organisation, pourquoi ça peut être un argument important d'un point de vue économique pour l'organisation. Et il y a différentes études de cas sur des organisations qui ont fait ce choix d'être beaucoup plus sensibles au genre dans leur design de produits et pour qui cela a eu de nombreux impacts bénéfiques. La seconde partie du guide, c'est vraiment sur comment concevoir des produits financiers sensibles au genre. Et là, c'est beaucoup plus la question de quelle segmentation il faut faire, quelle recherche sur les utilisateurs il faut faire. Et on propose plusieurs guides, plusieurs ressources qui aident les institutions financières à faire des segmentations de clients. Encore une fois, les femmes, on dit sensibles au genre, mais les femmes sont aussi un groupe, 50% de la population et un groupe avec beaucoup de diversité entre elles. Et donc,
comment faire une segmentation de la clientèle qui aide à vraiment comprendre les besoins, les spécifiques de chacune et les obstacles particuliers à chacune. La troisième partie du guide, la petite boîte sur la droite dans cette slide, c'est vraiment des outils qui peuvent aider les institutions financières à développer des produits beaucoup plus sensibles au genre. Donc là, c'est beaucoup plus des guides sur quelle approche avoir pour développer des produits sensibles. Slide d'après, s'il vous plaît. Je voudrais prendre un exemple qui est tiré de. Je vais prendre deux exemples qui sont tirés de une des ressources qu'on a mis en avant dans le guide, qui sont des études de cas sur des institutions financières qui ont, elles, mis en place des produits financiers sensibles au genre, comme MyAgro Oui Agri et MyAgro, pardon. Les deux organisations ont un nom qui se ressemble tellement que c'est difficile de ne pas se tromper. Mais comme les deux dont on va entendre avec Aminata et Laure juste après, le FinEquity a étudié plusieurs organisations qui elles-mêmes mettaient en place des approches de design sensibles au genre. Et dans cette slide, on a voulu juste mettre en avant quelque chose qui est vraiment de dire quand une organisation est aveugle au genre, la première ligne ici, c'est-à-dire, on peut se dire: «Tiens, c'est la plus égalitaire, elle ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes». Comme vous pouvez sans doute l'imaginer ici, en fait, aveugle au genre, ça veut dire avec un biais, en faveur des hommes. C'est ça la réalité, c'est quand quelque chose est aveugle au genre, ça ne prend pas en compte les besoins spécifiques des femmes. La culture dominante étant masculine, quand c'est aveugle et ben, il y a beaucoup de choses, dans les besoins spécifiques des femmes et les contraintes spécifiques aux femmes qui ne sont pas, pris, en compte. Et je vais pas lire les exemples, mais ici vous avez des exemples, qui sont pris du case study que vous pouvez lire, pour voir ce que c'est que, par exemple, un produit aveugle ou neutre en genre. Ensuite, il y a les produits sensibles au genre. On va dire que c'est déjà mieux, et là, c'est vraiment l'idée, de comprendre qu'il y a des produits financiers qui marchent mieux pour certaines, pour les femmes, dont les femmes préfèrent utiliser, et vraiment, prendre en compte, les différences entre les hommes et les femmes en termes de préférence de produits. Et là aussi, vous avez un exemple, sur un exemple de microcrédit. La dernière étape et la mieux, l'idéal vers quoi on tend, c'est des produits financiers qui sont transformationnels en matière de genre. C'est-à-dire que non seulement ils prennent en compte les différences, mais ils sont vraiment conçus pour avoir, des, impacts beaucoup plus positifs, pour les femmes. Et là, vraiment, ce qui fait la différence, c'est que ce genre de produit, ben, cherche à être très informé par de la recherche, par de la data, par des données, pour voir qu'est-ce que les femmes préfèrent, comment elles utilisent les produits, quel est, par exemple, comment est-ce que, avec quelle fréquence elles utilisent les produits, avec quelle, est-ce qu'elles renouvellent, leur crédit, par exemple, et cetera, et cetera. Donc vraiment, ce qu'on a mis à jour ici et c'est le framework, qu'on a utilisé pour les études de cas, c'est de voir, ces 3 étapes. Est-ce qu'une institution financière est aveugle ou neutre? Mais aveugle, c'est encore plus fort, neutre égale aveugle, c'est-à-dire, ne cherche pas à faire la différence. Est-ce qu'elle est sensible? C'est déjà une première étape en essayant de comprendre les besoins spécifiques. Mais vraiment vers quoi on veut tendre, c'est vraiment cette idée d'être transformationnel en matière de genre. Anouche, si tu peux aller à la slide d'après. Je voudrais juste prendre l'exemple de Women Save, qui est une organisation en Ouganda, qui a vraiment eu, une volonté de transformer, d'être transformationnel en termes de, produits financiers pour les femmes. Et donc, par exemple, ils ont fait de la recherche, assez poussée en termes de segmentation et de préférence, des femmes dans leur,
base de clients. Ils se sont rendus compte que, par exemple, les plans d'épargne étaient souvent utilisés pour des fonds d'urgence, pour des besoins urgents. Et donc, par exemple, face à ça, ils ont créé des fonds d'urgence pour que les femmes n'aient pas besoin de toucher à leurs épargnes. Euh, En Ouganda, comme ailleurs, ici en France aussi, les femmes ont tendance à manquer de temps. Du coup, ils ont fait en sorte que les formations soient très courtes pour les femmes, très, très opérationnelles, très rapides, pour que vraiment on réponde le mieux possible à cette contrainte de pauvreté en temps des femmes. Les femmes sont tirées dans plein de directions, notamment avec toute la charge mentale qui va avec le fait de s'occuper de la famille. Les femmes, par exemple, en Ouganda, sont beaucoup moins à l'aise avec les produits financiers offerts sur téléphone mobile. Donc, par exemple, à Women Save, ils ont rajouté un module qui met les femmes à niveau en termes de compréhension de la technologie digitale. Et par exemple, ils se sont rendus compte que les femmes avaient moins l'habitude que les hommes de se fixer des objectifs d'épargne. Et donc, ils ont fait des sessions avec elles, un peu de coaching pour identifier des objectifs et rendre les objectifs des femmes très concrets, très tangibles et les aider à épargner avec ce but. Ça, c'est l'exemple de Women Safe. Et ma dernière slide va être sur l'exemple de Women's Microbank Limited en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là aussi, c'est une étude de cas qui est dans une des ressources du guide de Finequity. Et là, par exemple, ils se sont rendus compte au moment où ils ont commencé à faire leurs recherches que beaucoup des femmes n'avaient pas de carte d'identité. Ça a fait écho à ce dont a parlé Anouche dans l'introduction, le fait que les femmes avaient moins de moyens d'identification. Et du coup, ils ont introduit des scanners biométriques. Mais l'exemple que je trouve encore plus intéressant, c'est la dernière ligne. Ils se sont rendus compte que les femmes, plus que les hommes, avaient les mains abîmées par le travail au champ, sans doute la vaisselle, la cuisine et autres, et que donc le scanner biométrique marchait moins bien pour les femmes que les hommes. Et là, vous voyez la femme en Papouasie-Nouvelle-Guinée en train de se faire scanner les doigts. Donc, quand ils se sont rendus compte de ça, eh ben, ils ont changé leur approche et ils ont augmenté le nombre de doigts qu'on scanne afin que la biométrie fonctionne mieux pour ces femmes en milieu agricole. Un autre exemple, c'est qu'ils se rendaient compte que les problèmes d'électricité et de connexion perturbaient les transactions financières. Et du coup, ils ont programmé des changements automatiques d'opérateurs. Donc voilà, une solution technologique vraiment pour faciliter le fait que les femmes aient accès aux services financiers alors même que l'électricité et la connexion étaient difficiles. Et enfin, ils se sont rendus compte que le coût du crédit était trop cher, et trop élevé pour les femmes. Et donc, ils ont créé une garantie de crédit pour réduire le risque de la Women's Microbank Limited. C'est un bailleur de fonds, l'UNCDF, qui a mis en place cette garantie de crédit et ce qui a permis une répercussion qui a permis à l'institution de microfinance de réduire ses coûts, réduire son risque et de faire basculer ça sur le produit financier en lui-même et en le rendant plus accessible aux femmes. Donc voilà, c'est deux exemples que je voulais mettre en avant. C'est deux exemples tirés d'une étude de cas qui fait partie du guide de Finequity sur le design sensible au genre. Évidemment, dans ce guide, il y a énormément d'autres ressources et donc je vous encourage vraiment à regarder le guide et je suis ravie de passer la parole aux speakers qui viennent après moi. Merci Anouche. Merci beaucoup, Aude, pour cet éclairage sur la conception de produits sensibles au genre. Si vous avez des questions pour Aude de Montesquieu et Finequity, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Aminata Sougou de MyAgro,
qui va nous partager l'expérience de MyAgro avec les femmes des zones rurales. Donc, Aminata, je vous laisse partager votre écran. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Aminata Sougou. Je suis de MyAgro. Et MyAgro est une entreprise sociale et on est présent en Afrique de l'Ouest. Et plus particulièrement, notre mission, c'est d'aider de sortir les petits exploitants agricoles de la pauvreté. En Afrique de l'Ouest, on a plus de 60 millions de petits exploitants agricoles. Et la plupart d'entre eux, surtout avec les changements climatiques, souffrent des périodes de faim durant l'année. Et MyAgro a pour mission de réduire cela en vraiment améliorant leur rendement agricole. Et pour s'y prendre, ce qu'on fait déjà, c'est d'offrir à ces petits exploitants-là des intrants de qualité, ce qu'on espère pourra ensuite améliorer non seulement leur résilience par rapport au changement, mais améliorer leur rendement. Et un train de qualité, pour nous, MyAgro, ça veut dire vraiment une composition de paquets idéaux en termes de semences, d'engrais et même d'outils que normalement ces agriculteurs-là n'ont pas accès. Vraiment avec les cultures qui sont de préférence pour ces agriculteurs-là. Et l'innovation chez MyAgro, côté financement, c'est vraiment le fait que j'ai une hypothèse générale sur ces petits exploitants-là, c'est qu'avec les faibles revenus, ils ne peuvent pas accéder au coût de ces intrants de qualité-là. MyAgro change un peu ce concept en réalisant que oui, ce sont de faibles revenus, oui, ce sont des revenus inconsistants au cours de l'année, mais ça existe quand même. Et donc, ça peut constituer une forme d'épargne. Et donc, MyAgro offre des produits de qualité avec des paiements petit à petit. Ça veut dire qu'un agriculteur peut voir un paquet qui est composé d'engrais et de semences et quelques outils quelquefois et réaliser que oui, ça peut améliorer leur rendement et donc même leur résilience par rapport au changement climatique et ils peuvent s'inscrire à ce paquet-là et à mesure de l'année, ils peuvent payer petit à petit jusqu'à ce que les paquets soient complets. Et donc, c'est un changement un peu le concept de ce que un agriculteur peut faire ou pas. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que ces exploitants-là sont généralement dans des zones rurales assez reculées. Et donc, l'accès à ces produits-là peut ne pas être aussi facile. Donc, MyAgro enlève cette barrière en termes de proximité et livre à proximité. Et donc, un autre moyen d'aider ces agriculteurs-là à être un peu plus résistants. Et la dernière étant la formation. Il y a des techniques nouvelles dans l'agriculture et ces exploitants-là, généralement, il y a les techniques traditionnelles qui occupent toujours un bon terrain. Et bien sûr, avec les techniques nouvelles, on espère avoir des rendements. Avec ces trois piliers-là, on espère changer un peu la capacité de ces exploitants-là à résister. Donc, ça, c'est ma cours en général. Mais j'aimerais entrer un peu dans le vif du sujet ici, qui est l'inclusion genre. Et merci, FIMDEV et FIMEQUITY, de nous avoir invités parce que c'est un concept qui tient à cœur ma cours, parce qu'on se rend compte que ici, en Afrique subsaharienne, en tout cas, 50% des femmes, généralement, contribuent entre 60 et 80% à ces productions locales-là. Et pourtant, elles n'ont pas nécessairement le même accès aux ressources pour améliorer ces rendements agricoles-là. Et donc, les idées peuvent avoir un impact fort. Et pour cela, MyAgro, plus particulièrement, a des innovations vraiment centrées femmes aussi. Et là, c'est quelques exemples sur les perspectives, les aspects sur lesquels MyAgro se concentre. Le premier, c'est vraiment ce qui est évident généralement, c'est les produits et services. Est-ce qu'on a des produits et services qui sont appropriés, qui sont de préférence pour la femme? Et c'est comme dire en général, est-ce que les produits qu'on offre sont parlent plutôt au genre masculin, ou bien on a vraiment des produits qu'on conçoit
exclusivement pour avoir la préférence féminine vraiment axée sur le genre féminin. Autre chose, c'est par exemple la taille même de ces produits. Est-ce que la taille de ces produits est appropriée, par exemple, à ce que les femmes ont accès? Donc, c'est la réalité de terrain. On sait ici en Afrique de l'Ouest que la femme n'a pas nécessairement le même accès aux terres que les hommes. Et donc, offrir des produits qui sont peut-être un peu plus petits en termes de ce qui est requis en termes de champs, ou bien même qui peuvent se faire dans leur jardin, ce sont des réalités que Magro essaie d'inclure dans la conception même autour des produits, par exemple. D'autres aspects, par exemple, ce serait qu'est-ce qu'on fait pour approcher ces femmes-là en termes de nos agents. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des villages entrepreneurs qui sont nos bases techniques sur le terrain et nos liaisons directes entre l'organisation et les clients, les agriculteurs. C'est eux qui vont vers les agriculteurs, leur parlent de Magro, les inscrivent sur nos plateformes et les aident à collecter les paiements. Et donc, par exemple, dans ces cas-là, les profits sont assez importants. On se rend compte, par exemple, en Afrique, qu'il y a ces cultures quelquefois où les hommes ne sont pas aussi à l'aise, par exemple, pour avoir un homme VE, comme on les appelle ici, parler à leurs femmes. Et donc, notre objectif, c'est maintenant d'avoir un peu plus de femmes et donc de faciliter cette conversation entre nos VE et les agricultrices. Alors aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est surtout notre approche. Côté sensibilisation, côté normes socioculturelles, qu'est-ce qu'on fait ici pour non seulement identifier les barrières, mais essayer de les lever si possible et contourner quelquefois. Et quelles sont les motivations qu'on a identifiées pour pouvoir appuyer un peu plus ces femmes-là. Donc, notre objectif à Macro, c'est pour pas offrir ces enfants de qualité-là, mais pour les offrir aux femmes, quelquefois, il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que les produits sont appropriés? Est-ce que les agents sont appropriés? Est-ce que l'approche est appropriée? Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler un peu de deux cas pour identifier un peu comment on inclut ça dans notre innovation, dans notre processus. L'année dernière au Sénégal, au Mayagro, on a réalisé que dans certains villages surtout, lorsqu'on a un nombre d'inscrits en termes d'agriculteurs, moins de 30% de ces inscrits-là étaient des femmes. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et on aimerait savoir quels sont les insights pour y arriver. Et donc, il y a eu une période de recherche où on est vraiment allé dans les communautés plutôt, en collaboration avec SIGAP et DALGA pour avoir des recherches vraiment centrées humaines et parler à ces communautés-là, parler aux acteurs décisifs en termes de l'adhésion de ces femmes-là. Et on a eu assez d'enseignements clés, d'insights comme on dit, mais deux particulièrement nous ont accrochés. La première étant juste la réalisation que l'autorisation des hommes peut vraiment constituer une barrière ou même quelquefois une motivation pour les femmes dans ces villages-là à entrer ou bien même à vouloir s'inscrire sur des intrants agricoles. Et ça, c'est à la terre à terre, mais ça nous a ensuite interpellés pour dire alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir influencer positivement ces hommes-là à autoriser leurs femmes à même considérer les paquets Mayagro pour un meilleur rendement. Le deuxième, c'est la réalisation qu'en termes de, lorsqu'on voit un groupement de femmes dans le village, on se rend compte que c'est un espace sain d'épargne et pour ces femmes-là et aux pratiques acceptées où les femmes ont un peu plus de décision. Et donc, c'est un espace vraiment qui s'aligne un peu avec ce que Mayagro fait déjà, qui est d'offrir un moyen d'épargne pour des enfants de qualité. Donc, c'est assez proche. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut tester quelque chose là-bas pour voir est-ce que c'est un moyen de renforcer même un canal pour l'adhésion exclusive des femmes.
Et à Mayagro, on réalise des recherches, mais notre deuxième phase, c'est toujours est-ce qu'on peut tester, est-ce qu'on peut piloter pour s'assurer qu'il y a un impact vrai pour notre cible, la valeur, et que c'est durable et que ça peut se mettre à l'échelle. Avant même d'essayer d'aller dans l'intégration dans notre système. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ces pilotes un peu et qui sont toujours en train de se dérouler, mais que vous allez voir un peu notre approche et comment on est en train de voir déjà quelques résultats et quelques enseignements clés. Le premier pilote, c'est comme je le dis, c'était tester l'influence des hommes. Donc ici, on essaie de contourner un peu des obstacles normatifs liés au genre. Donc, on réalise que l'homme a le pouvoir de décision sur même l'inscription des femmes sur des paquets Malaco. Donc, la première, c'est est-ce qu'on peut formuler des messages forts à ces hommes-là, passer par eux d'abord et avant même d'aller vers les femmes. Et ce qu'on veut en termes de résultats, c'est d'avoir ces hommes-là dire oui, vous pouvez parler à ma femme pour pouvoir s'inscrire sur nos paquets. On a composé des messages, d'après les recherches, se parleraient aux hommes. Donc, le fait, par exemple, que si c'est lié aux bénéfices familiaux, les hommes n'avaient pas autant d'objections dessus. Si ce sont des petits paquets, donc c'est-à-dire des paquets maraîchage ou bien qui peuvent aider dans les repas, les hommes n'avaient pas aussi d'objections à ça pour que les femmes puissent adhérer. Donc, on a composé 4 messages, on a parlé à des centaines d'hommes pour leur demander est-ce qu'on peut avoir leur nom de femme, de numéro de téléphone. On s'est rendu compte que les 4 messages sont passés vraiment, ont atteint la barre de succès. Et l'enseignement clé ici, c'est que oui, le contenu des messages était bon et parlait aux hommes, mais le fait même, l'acte même de demander l'autorisation des hommes était bien reçu parce que ça parlait à le respect des normes. Et juste pour cela, on a dit oui, okay, on a l'autorisation des hommes, mais est-ce que c'est une vraie autorisation qui amènerait un impact vrai? Parce que tout ça, c'est bien, mais est-ce que la femme elle-même est intéressée par ce genre de produit-là? Donc, on a fait le test pour parler à ces femmes-là, pour voir oui ou non, elles seraient intéressées par des paquets. Est-ce que le oui est vraiment un oui? On a testé, bien sûr, ces messages-là en 2 zones et des zones qui sont assez différentes, hein? Et des zones par exemple, l'une des zones, c'était les femmes ont un peu plus de difficultés à accéder aux terres et l'autre, les femmes cultivent un peu plus indépendamment. On s'est rendu compte que les messages en termes de contenu, les messages qui sont plus forts et qui parlaient beaucoup plus aux hommes étaient différents en termes de zone. Mais dans tous les 2 cas, on a vu que oui, quand on a un oui, les hommes, le résultat, c'était que les femmes voulaient s'inscrire quand on leur parlait directement aussi. Donc, dans la zone 1, c'était un peu plus de 77%, l'autre, c'était presque 100%. Et ça, c'est un échantillon même des femmes là-bas qu'on a eues et 10% qu'on a contacté et 10% presque ont dit oui. Et donc, un impact vrai sur comment changer la perception même et l'adhésion sur nos programmes. Là, je passe un peu sur les groupements des femmes. Pour le groupement des femmes, ce qu'on a vu, c'est que il y a déjà des normes sur les groupements de femmes. Les femmes se regroupent, c'est un espace sain. Et ce qu'on voulait, c'est se conformer un peu à ces normes-là, parce que, comme je disais, c'est des épargnes. Et Mayagro, quand on a un paquet, comme vous voyez un peu là, on paye petit à petit, qui est très similaire au groupement de femmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est avoir une boîte Samabay, parce que tous ces groupements-là avaient leur propre boîte où chaque femme peut mettre de l'argent. C'est un peu le même concept. Vous avez une boîte Samabay, mais vous mettez un peu d'argent pour des intrants de qualité pour l'agriculture. Mais on a aussi mis avec une approche assez méthodologique et cadencée pour s'assurer d'autres normes. Par exemple, le fait, après avoir fait une cartographie des groupements et s'assurer qu'on a une bonne compréhension des groupements, on sait qu'avoir l'aval des leaders, c'est comme avoir leur influence, leur engagement qui pourrait nous amener un peu plus loin.
et ensuite créer une identité autour du groupe avec une animation forte. Et on a fait tout cela pour voir est-ce que lorsque les femmes sont toujours dans un groupement et juste avec un produit de plus, est-ce que ça marcherait? Parce que là, on n'est pas en train de déranger les normes sociales. On a testé ça dans 30 groupements et 6 villages. Et ce qui est étonnant, c'est que juste en 2 mois, on a pu avoir plus de 550 inscriptions sur 6 villages seulement. Et on peut voir que sur ces villages-là, ça c'est juste quelques exemples de villages, si on compare par rapport au contrôle village, on a eu 3 fois plus d'inscrites, juste en passant par des groupements existants. Et on a pu vraiment renverser la parité entre inscription hommes-femmes. Avant, on était presque à 39% de femmes inscrites sur nos paquets. Et maintenant, on a plus de 63% sur ce village-là. Bien sûr, comme je le dis, c'est un pilote qui se déroule tout le temps, là, tout de suite. Et on n'a pas encore fini. Mais quand même, on est en train de voir le changement par rapport, juste en entrant dans des, dans des normes qui se déroulent déjà. Et pour MyAgro, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on évalue et on a les enseignements clés. Mais c'est-à-dire ensuite, comme je dis, la prochaine étape pour nous, c'est toujours de voir est-ce qu'il faut itérer, est-ce qu'il faut étendre un peu nos pilotes ou arrêter complètement. Et il y a des enseignements clés là qui sont assez importants entre la différence, par exemple, entre les zones. Il y a la différence même entre profil de leader, par exemple, en groupement, ou bien quels sont les messages qu'on devrait adapter à chaque fois par zone. Mais je pense ce qui est intéressant ici, c'est que c'est possible. C'est possible en écoutant ces communautés-là, c'est possible en se rendant compte des obstacles normatifs, d'essayer de les contourner déjà au court terme et peut-être changer au long terme. Donc là, ça y est, Anouche, ça c'était ma dernière slide et donc je te repasse le micro. Merci beaucoup, Aminata, pour le partage d'expérience de MyAgro. Donc, pour rappel, si vous avez des questions pour Aminata, donc vous pouvez les poser directement dans le chat, donc en précisant bien que c'est une question pour MyAgro. Donc, je vais maintenant passer à notre troisième panéliste. Il s'agit de Laure Kwame de WeAgri. Donc, Laure, si vous êtes prête, vous pouvez commencer. Oui, merci à Anouche, merci à FinDev et FinEquity pour l'invitation. Donc là, je vais vous présenter le projet DigiFemme pour l'inclusion financière des femmes dans le milieu rural, notamment dans la chaîne de valeur Anacad. Donc ce projet qui est piloté par CIDEP Amiga en collaboration avec WeAgri. On peut avancer. Donc là, je vais rapidement vous présenter les parties prenantes et le projet en lui-même. Déjà, CIDEP Amiga, qui est une organisation internationale qui œuvre depuis de longues années en Afrique dans le domaine de l'inclusion financière et le développement des chaînes de valeur agricoles. Et WeAgri, qui est une entreprise de droit privé ivoirien créée en fin 2021 par un consortium qui est composé de AgriStore, CIDEP Amiga même et Microsafe Consulting. Donc, il faut dire que WeAgri est une plateforme digitale, c'est une solution digitale adressée au monde agricole qui offre une multitude de services digitaux, entre autres la place de marché, qui fédère dans cette place de marché-là les acteurs agricoles, les acheteurs, les vendeurs, donc en l'occurrence les producteurs, les coopératives et ces différents acteurs-là. Et également des services de conseil et de bonnes pratiques agricoles à travers des capsules vidéo que nous développons et mettons à disposition de nos différents utilisateurs sur la plateforme WeAgri. En dernière activité principale, on a ce qu'on appelle l'assistance technique pour le montage des dossiers de crédit. Donc, nous jouons un rôle d'appui et d'intermédiaire entre la banque et le monde rural. On appuie les acteurs du milieu rural à avoir accès à des services financiers. Donc, le projet en lui-même, DigiFemme, qui est un projet, comme je le disais, mis en œuvre par CIDEP Amiga en collaboration avec WeAgri, qui vise à améliorer les revenus, la compétitivité, la résilience
des femmes de la chaîne de valeur ANACAD. Donc, il faut dire que la chaîne de valeur ANACAD est la première filière à laquelle WeAgri s'est intéressé, donc à laquelle WeAgri opère aujourd'hui. Et ce projet DigiFemme-là cible 45 000 femmes productrices, ramasseuses de cette chaîne de valeur-là. C'est un projet qui va s'étendre sur 3 ans. Donc, nous sommes dans la première année. Le projet a démarré en 2022. Et les bailleurs principaux, c'est l'Agence française de développement et le SIGAP, que vous connaissez. Donc, derrière ce projet DigiFemme-là, CIDR, PAMIGA et WeAgri nourrissent l'ambition de donner accès à ces femmes du milieu rural-là à des opportunités de marché plus grandes à travers la place de marché qu'on met à disposition de ces femmes et d'avoir des services plus transparents et plus sécurisés par des paiements sur leur mobile money directement, l'accès à des services financiers adaptés à leurs conditions et à leur milieu et l'accès à des services de conseil, à des formations sur l'éducation financière et les bonnes pratiques agricoles. Donc, en gros, voici l'objet du projet DigiFemme. Suivant, s'il te plaît. Donc, quelques réalisations à date. Donc, il faut dire que le projet DigiFemme a 3 principales activités. D'abord, l'enrôlement sur notre plateforme digitale de ces femmes-là afin de leur donner accès à ces services numériques. Donc, à date, nous avons pu enrôler sur notre plateforme 7 500 femmes. L'autre volet du projet DigiFemme, c'est la formation. Donc, nous mettons un accent sur la formation de ces femmes du milieu rural-là. Et les principales thématiques qui sont abordées pendant ces formations-là, c'est l'entrepreneuriat, l'éducation financière et la formation sur l'utilisation des services digitaux, dont la plateforme WeAgri. Donc, à date, on a formé 2400 femmes dans nos différentes régions d'intervention. Et le troisième volet, c'est vraiment l'inclusion financière, la bancarisation de ces femmes-là, afin qu'elles puissent avoir accès à ces services financiers numériques. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 femmes qui ont ouvert des comptes auprès du partenaire bancaire que nous avons, qui ont ouvert des comptes d'épargne et qui commencent à l'utiliser en faisant des épargnes. Donc voici quelques réalisations à date que nous pouvons vous présenter. Suivant, s'il te plaît. Alors, nous allons nous appesantir sur notre phase pilote. Donc, nous avons lancé depuis quelques mois une phase pilote. Donc, il faut savoir que cette phase pilote-là est basée sur une étude qui a été menée par notre partenaire Dalbec sur le terrain. Donc, qui a rencontré ces femmes-là et qui a étudié leur comportement économique, comment est-ce qu'elles épargnent, comment est-ce qu'elles gèrent au quotidien les fonds. Et sur la base de cette étude-là, nous avons co-conçu avec notre partenaire financier ce modèle de pilote, donc qui est un produit en fait dédié à ces femmes. Et ce pilote-là, en fait, a 2 cibles. La première cible concerne les AVEC, donc la bancarisation des AVEC, et la seconde cible qu'on appelle phase de graduation est en fait la possibilité pour des femmes qui n'ont pas encore accès à ces groupes-là de pouvoir créer des groupes avec. Donc, pour la première cible qui est l'AVEC, donc l'idée est de bancariser l'AVEC. Donc, c'est quoi l'AVEC? L'AVEC, c'est une association villageoise d'épargne et de crédit. Donc, l'AVEC, en fait, fonctionne comme une banque rurale. Donc, ce sont des populations, ce sont des individus entre 15 et 30 personnes maximum qui se mettent ensemble, qui décident d'épargner un montant libre, hein, mais suivant des normes, chaque semaine. Et ce montant-là est conservé dans une caisse commune avec des carnets pour indiquer le montant cotisé par chaque personne. Et au bout d'un certain temps, en général, au bout de 4 semaines d'épargne, les membres commencent à se faire du crédit entre eux. Donc, ils ont déjà la culture de l'épargne et du crédit. C'est ce premier groupe-là que nous, on vient bancariser dans cette phase pilote-là. Donc, l'idée le produit qui a été conçu s'appelle Avec Finel. Donc, ce produit co-conçu avec le partenaire financier qui est Finel, qui est la finance pour elle, qui appartient au groupe Cofina. Donc, le but de bancariser ces groupes existants créés par des femmes productrices ramasseuses de la chaîne de valeur ANACAD. Donc, comment fonctionne ce produit, cette offre-là dédiée aux femmes constituées en association villageoise? Donc, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'épargne préalable. Donc, déjà, le groupe AVEC a déjà une culture de l'épargne. L'idée de bancariser, c'est d'accroître leur capacité d'épargne. Donc, le groupe va ouvrir un compte au nom du groupe à la banque.
auprès du partenaire financier. Les membres vont individuellement ouvrir des comptes à la banque également. Et pendant la phase de l'épargne qui dure 4 mois, donc 4 mois d'observation, le groupe va domicilier un quart du montant épargné par le groupe au niveau de la banque. Donc, ça permet d'avoir cette régularité d'opération auprès de la banque et chaque membre individuel, chaque membre a individuellement la possibilité d'épargner sur son propre compte d'épargne à la banque. Donc, on va observer cette phase d'épargne-là sur 4 mois. La banque va apprécier la régularité des individus, du groupe comme des membres. Et au bout de ces 4 mois-là, va arriver la phase du crédit. Donc, pendant la phase du crédit, ce n'est plus un quart du montant total qui est domicilié à la banque, c'est plutôt 2/3 du montant cotisé par le groupe. Donc, il faut savoir que le groupe, chaque semaine, comme je le disais, se réunit pour faire des cotisations et c'est ce montant-là, c'est une partie de ce montant-là qui est domicilié à la banque. L'idée est que pendant cette phase pilote-là, le groupe continue de fonctionner en interne, qu'il puisse continuer à se faire du crédit en interne sans toutefois aller toucher l'épargne qui est à la banque. Donc, ce n'est pas de bancariser tout l'épargne du groupe, mais de bancariser une partie de l'épargne à la banque et que le groupe continue de fonctionner pendant la phase du pilote. Donc, arrivé à la phase du crédit, pardon, le groupe va cette fois-ci domicilier 2/3 de son montant groupé à la banque et les membres qui auront épargné de façon régulière, hebdomadairement ou mensuellement sur leur compte individuel pourront exprimer leurs besoins de financement à la banque. Alors, à ce moment-là, la banque va analyser le besoin de création de l'activité. Donc, en général, c'est pour financer les activités génératrices de revenus. Donc, nous, on va accompagner ces femmes-là à monter une sorte de business plan, mais vraiment light, adapté à leur milieu, à leurs conditions. Et donc, le membre de l'AVEC qui veut du crédit ne peut avoir que 3 fois le montant qu'elle a épargné sur son compte de façon individuelle. Donc, ce n'est plus là le compte du groupe, mais c'est des crédits individuels qui sont accordés à des membres de l'AVEC qui auront épargné de façon régulière sur 4 mois sur leur compte. Donc, elles ne pourront avoir accès qu'à 3 fois le montant épargné durant la période de l'épargne. Et le montant cumulé de l'épargne avant le crédit sera considéré comme un dépôt de garantie. D'accord? Donc, la banque va bloquer cette épargne préalable là de la femme avant de lui octroyer le crédit de 3 fois le montant de ce montant-là. Et donc, l'avantage de cette bancarisation-là, c'est que cela accroît la capacité d'emprunt des membres de l'AVEC parce que dans le fonctionnement classique de l'AVEC au village, si une femme a pris du crédit, tant qu'elle n'a pas remboursé, un autre membre ne peut pas avoir du crédit et ce cycle-là n'est pas pérenne. Alors qu'avec la bancarisation, plusieurs membres de l'AVEC peuvent avoir du crédit au même moment auprès de la banque. Et aussi, il y a la flexibilité du remboursement. Dans l'AVEC, au niveau du village, le prêt qui est accordé, qui lui aussi vaut 3 fois le montant épargné, est remboursé sur 3 mois avec un taux d'intérêt de 10%. Ça, c'est le fonctionnement de l'AVEC. Quand l'AVEC est bancarisée, elle a une flexibilité au niveau du taux parce que nous avons négocié avec le partenaire bancaire de vraiment faire une faveur à ces femmes-là du milieu rural. Donc, il a revu les conditions, le taux de remboursement. Et également, le délai de remboursement est plus long. Donc, avec l'AVEC à la banque, j'ai 6 mois pour rembourser mon crédit à un taux de moins de 10%. Ce que je n'ai pas quand je suis dans mon AVEC, quand mon AVEC reste au niveau du village. Donc, le dernier point, c'est que le groupe représente une caution. L'intérêt pour la banque de bancariser ce groupe-là, c'est qu'elle représente une personne morale et ce groupe-là représente la caution de la banque. En cas de défaut de paiement, la banque pourra se tourner vers l'épargne du groupe et puis se faire avoir au moins une partie de son remboursement. Anouche, on peut évoluer. Donc, la mise en œuvre de la phase pilote, il faut savoir que ce pilote, les activités tant du projet Digifam en lui-même que de la phase pilote sont mises en œuvre par des animatrices sur le terrain. Ces animatrices-là, leur rôle, c'est d'aller recruter ces femmes-là, de les enrôler sur la plateforme, de les former. Et elles sont appuyées par un réseau d'ambassadrices. Donc, les ambassadrices sont en fait des relais communautaires. Ce sont des membres qui font partie de ces villages, de cette communauté-là,
en qui les femmes ont confiance et parce qu'elles ont un certain niveau, elles savent lire et écrire, elles ont l'habitude d'utiliser les smartphones, elles sont le relais de nos ambassadeurs sur le terrain et elles accompagnent les femmes dans le processus de digitalisation. Donc, on a 5 animatrices aujourd'hui dans 2 régions qui couvrent plusieurs villes et plusieurs villages. Et nous avons, pour cette phase pilote-là, à date, 15 ambassadrices qui accompagnent nos animatrices pour les activités d'enrôlement, de formation, d'appui aux femmes à l'ouverture des comptes, etc. Donc, quelques chiffres à date de cette phase pilote que nous avons démarré depuis février. Donc, on a 17 AVEC qui ont rejoint notre pilote et ces AVEC-là sont constitués de 530 membres, donc avec une grande majorité de femmes. Donc, il faut savoir que les AVEC en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire, c'est composé en majorité forte de femmes, donc 85% de femmes. Et 16 de ces groupes AVEC-là ont ouvert des comptes chez le partenaire bancaire et ont commencé à épargner. Donc, les comptes de groupe comme des comptes individuels qui ont été ouverts auprès du partenaire financier et plus de 600 000 francs depuis un mois ont été captés en termes d'épargne sur les différents comptes, tant les comptes de groupe que les comptes individuels des membres des AVEC. Alors, le monde rural, les activités dans le monde rural ne vont pas sans difficulté. Donc, la difficulté majeure, tout à l'heure, je crois, Aude l'a évoqué, l'absence ou l'insuffisance de formalisation. Donc, il est difficile dans le monde rural d'avoir des gens qui ont une documentation assez complète. Donc, on est confronté à la difficulté des pièces d'identité, tant pour l'AVEC que pour les membres. Alors, il faut savoir que l'AVEC est une entité qui est correctement organisée, qui a des statuts, des règlements intérieurs, des certificats d'enregistrement à la sous-préfecture. Donc, la difficulté qu'on a, c'est que les AVEC qu'on a identifiés, en tout cas en majorité, n'ont pas toute la documentation. Donc, la complétude manque aujourd'hui dans ces milieux-là. Et aussi l'absence même de pièces d'identité des membres. Donc, les membres dans ce milieu-là n'ont pas forcément tous les pièces d'identité à jour, malgré les actions du gouvernement pour mettre à jour les pièces d'identité. On a aussi la difficulté face à l'impact des mauvaises expériences vécues par le passé par d'autres établissements financiers, ce qui cause une importante réticence des membres des groupes AVEC à adhérer aux différents services. Donc, la dernière cible qu'on appelle la phase graduation, c'est en fait des femmes qui ont bénéficié des modules de formation du projet DigiFemme, qui ne sont pas organisés en AVEC. Nous venons en fait leur inculquer la culture de l'épargne et du crédit à travers la création. Donc là, on va susciter la création d'AVEC. Dans la cible première, ces AVEC existent déjà. Ici, on va susciter la création d'AVEC. Donc, donner la possibilité à ces femmes-là d'avoir la culture de l'épargne et du crédit sur une période. Donc, il faut savoir que l'AVEC a un cycle de 9 mois à 12 mois. Donc, après ce cycle-là, on pourra bancariser l'AVEC et elles pourront bénéficier des services financiers à l'instar du premier groupe. La dernière slide, c'est sur nos principales prochaines étapes. Donc, nous allons finaliser le pilote, capitaliser et tirer les leçons et ensuite poursuivre nos recrutements parce qu'on a en cible 45 000 femmes, les former, les enrôler et ensuite passer à l'échelle. Donc, voilà ce que je veux le présenter sur DigiFemme. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup, Laure Kwame, pour cette présentation sur WeAgri. Nous passons maintenant à la session de questions et réponses. Donc, vous pouvez encore poser vos questions pour nos panélistes dans le chat. Donc, précisez bien, s'il vous plaît, à quel panéliste vous vous adressez. Donc, je vais poser maintenant des questions à chacune de nos panélistes et on va essayer de répondre au plus grand nombre de questions. Merci en tout cas à tous pour votre participation active. Donc, j'ai une première question pour Aude de Montesquieu, donc de Finequity. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement du fonds de garantie mis en place en Papouasie-Nouvelle-Guinée dont vous parliez dans votre présentation? Merci Anouche. En fait, pour dire simplement, non, là, moi, j'ai pas les informations à disposition
immédiatement, mais j'ai accès à la personne qui les a. Et donc, ce que je vous propose, c'est juste de faire une petite recherche et de partager après de manière la plus simple possible pour vous des détails sur comment ça marche. Je sais que c'est un fonds de garantie qui a été garanti par l'UNCDF, mais sinon, je ne connais pas plus les détails de comment ça a été mis en place, etc. Mais ma collègue Katie Hyatt, qui a elle-même été en Papouasie pour étudier ce cas, pourra sans doute me dire et je serais ravie de reléguer l'info. Merci beaucoup, Aude. J'ai une question maintenant pour Aminata. Donc, les barrières socioculturelles sont souvent difficiles à combattre, surtout pour les projets d'insertion dans des zones reculées où le patriarcat domine. Quels ont été les défis majeurs rencontrés lors des projets de sensibilisation? Alors, les défis majeurs, c'est vraiment différent de zone à zone, selon les pays et selon même la région dans le pays. Mais ce dont on se rend compte, surtout côté partenaire, c'est approcher même la femme peut être difficile. Et donc, le fait que les hommes ne sont pas aussi à l'aise, par exemple, d'avoir des armes à approcher leur femme. Et donc, il y a cette réalité-là déjà que on essaie de contourner, par exemple, pour avoir un peu plus de femmes agents sur le terrain, pour que ça facilite un peu cette tâche-là. Il y a aussi le côté accès aux terres et financement, le concept, bien que ces produits-là ne sont pas nécessairement appropriés pour la femme. Et donc, c'est essayer de les sensibiliser sur le fait que non, on a plusieurs types de projets, de produits, d'intrants qui peuvent être appropriés pour ces femmes-là, qui peuvent être de préférence même pour ces femmes-là, je dois dire, selon même la culture, selon même qu'on n'a pas besoin nécessairement d'accès à un grand champ ou bien que c'est beaucoup plus adapté qu'ils le pensent. C'est donc avoir ce temps-là et donc éliminer ce concept que ce n'est pas nécessairement accessible en termes de coût et en termes de changement pour ces femmes-là. Merci beaucoup, Aminata, pour cet éclairage. J'ai maintenant une question pour Laure Kwame. Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté dans la mise en œuvre de la solution numérique DigiFemme, compte tenu du faible niveau de connectivité dans les zones rurales et du faible niveau d'alphabétisation numérique des productrices? Merci. Les véritables difficultés, ça a vraiment été l'utilisation du téléphone dans le monde rural aujourd'hui, malgré le fort taux de pénétration de téléphone, du smartphone, dans le milieu rural, ça reste encore très faible. On a très peu de femmes qui ont accès à ce type de téléphone-là. Nous, notre modèle, comme je l'ai présenté là, on s'accentue autour d'un réseau de femmes animatrices et ambassadrices que nous dotons de ces outils-là pour aider les femmes justement à avoir accès à ces services minimum via téléphone. Donc, même si la femme aujourd'hui n'a pas encore l'accès au smartphone, l'ambassadrice dans le village va lui permettre d'avoir accès à ces services numériques-là via un dispositif que nous mettons en place, que nous mettons à disposition de ces femmes-là. Donc, le défi, on le connaît, le monde rural, les accès au réseau, au smartphone, ce n'est vraiment pas évident. Mais nous essayons de pallier ces difficultés-là en fournissant nos acteurs sur le terrain de suffisamment d'outils pour leur permettre d'adresser ces problématiques. Merci beaucoup, Laure. J'ai maintenant une question pour Aude. Comment développer ce type de produit, donc sensible au genre, dans des zones où les violences basées sur le genre sont très élevées? Déjà, merci pour cette question. J'ai essayé de mettre quelques éléments de réponse dans le chat, mais en fait, je trouve la question très pertinente parce qu'on sait que les services financiers ne sont pas neutres sur la question de violence. Moi, je viens du background de protection sociale où on sait que les transferts de cash ont un impact mitigé. Dans certains cas, ils augmentent la violence. Le fait que les femmes aient accès à du cash peut générer de la violence avec des hommes qui cherchent à avoir accès à ce cash. Ou alors, dans d'autres cas, on voit que l'impact est positif.
C'est-à-dire que le fait que les femmes ont accès à plus d'argent réduit le stress au sein de la famille et donc réduit les violences. Tout ça pour dire, j'ai mis quelques liens dans le chat sur cette évidence mitigée. La Banque mondiale Social Protection and Jobs Group vient de faire un rapport sur le cash transfert et la violence de genre. Et donc, j'ai mis là les ressources pour en lire plus. Mais en résumé, c'est que c'est assez mitigé, quoi. Les deux existent. Pour mettre en place des services financiers qui sont sensibles à cette question de la violence, je pense que la première chose, c'est juste d'en avoir conscience. Par exemple, de se dire, est-ce que le fait d'avoir le cash de manière que les transferts ou que le produit financier soit tenu secret ou individuel et que la femme puisse détenir ce produit financier sans en parler aux autres membres de sa famille ou pas, par exemple, peut avoir un impact. Voilà, le fait que ça soit sur un téléphone mobile ou pas a un impact. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais en fait, pour être sensible au genre, c'est juste se poser ces questions tout au long du trajet de la conception du produit. Savoir à chaque fois qu'est-ce qui est susceptible d'avoir un impact sur la violence au sein de la maison. Peut-être que MyAgro et WeAgri ont des exemples plus concrets que celui-là, mais je vais vous mettre aussi plus de liens sur ce qui a été fait en protection sociale et l'évidence qui vient de la protection sociale. Merci beaucoup, Aude. J'ai maintenant une question pour Aminata. Qu'est-ce qui a le plus mobilisé les femmes dans le projet MyAgro? Est-ce que c'est la sensibilisation dans les associations de femmes, la sensibilisation des hommes ou alors celle des leaders communautaires? Alors déjà, juste pour un peu de contexte, MyAgro existe depuis 2011, hein, donc ça fait plusieurs années qu'on est en train de faire nos opérations en Afrique de l'Ouest. On est présent au Sénégal, au Mali et un tout petit peu en Côte d'Ivoire aussi. Donc là, quand on parle de qu'est-ce qui a aidé un peu plus MyAgro à faire, à avoir les femmes adhérer un peu plus à nos produits, c'est un cumul de plusieurs années. Et les tests que je viens de présenter, c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Donc, ce qui veut dire que pour nous, MyAgro, ce n'est pas quelque chose, une innovation qu'on arrête et dire, voilà, c'est ça qui marche et on s'arrête là. On continue d'innover, on continue d'écouter et on continue de pousser dans cette lancée-là pour faire un peu plus d'impact. Au début, je pense sur les dernières années, par exemple, quelques produits qui ont fait beaucoup d'impact pour MyAgro, pour améliorer un peu l'adhésion des femmes, c'est le type de paquet qu'on a. Les paquets sont un peu plus, quand on parle de produits maraîchers, par exemple, on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus intéressées par ces types de produits-là. Et donc, MyAgro offre ces produits-là un peu plus, offre ces produits-là dans la bonne taille, mais aussi diversifie. Donc, innovation, par exemple, est-ce que c'est juste des produits maraîchers? Est-ce qu'il peut écouter un peu plus ce qui manque dans le produit que peut-être marcherait pour ces femmes-là, mais qui peut être mise à l'échelle aussi? Il y a aussi, lorsqu'on parle de ce qui a marché un peu plus dans MyAgro généralement, c'est encore une fois comment on approche ces femmes-là. Quelle est notre approche côté sensibilisation? Un exemple que j'aimerais donner, par exemple, c'est le fait que donner des exemples concrets de femmes, quelquefois dans les villages où on a, donc témoignages, ou bien des femmes qui sont passées par MyAgro, comment était leur expérience? Qu'est-ce qu'elles ont pu, comment ça s'est passé? Quels étaient les rendements, par exemple, pour ces femmes-là? Et c'est un peu plus concret pour ces femmes, pour voir exactement comment ça s'allie, eux, avec leur déroulement, leur réalité. Et ce qu'on est en train de voir, les tests qu'on est en train de voir en ce moment, ce n'est pas encore dans le corps agro, mais on peut voir que dans les deux cas, que ce soit sensibiliser les hommes
ou bien passer par les groupements de femmes, on voit tous les deux des impacts assez forts qui peuvent être assez différents par zone. Et donc, ça reste à voir quel sera l'impact national, par exemple. Merci beaucoup, Aminata. J'ai maintenant une question pour Laure Kwame de WIAGRI. Donc, comment se fait le montage de financement auprès des banques et quels sont les critères pris en compte par les banques pour financer ces femmes? Merci. Déjà, le premier critère, c'est la régularité pendant cette phase d'épargne-là. C'est important pour la banque de voir que la femme, pendant cette phase d'observation, a épargné de façon régulière un montant. Ça peut être 5 000 francs par mois, 10 000 francs par mois, selon son revenu. Et l'idée n'est pas de venir déposer au bout des 4 mois 100 000 francs et demander un crédit de 300 000 francs. C'est surtout la régularité qui est regardée par la banque, qui est aussi une sorte de garantie que cette femme-là a déjà en elle la culture de l'épargne, de l'intelligence financière et tout. Et au moment du financement du crédit, la banque va apprécier l'AGR, donc l'activité que la femme veut financer. Donc, qu'est-ce qu'elle veut financer? Je prends l'exemple, je veux faire de la production de manioc. Est-ce que j'ai déjà le champ de manioc? Est-ce que j'ai déjà mes clients, ceux à qui je vais vendre ce manioc-là quand je vais finir de le produire? Donc, il y a tout ça que la banque va analyser avant de donner le crédit à la banque. Il faut dire que le crédit n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que j'ai épargné pendant 4 mois que la banque me donnera du crédit ou que j'ai forcément droit à du crédit. Non. Je peux épargner durant les 4 mois d'observation et ne pas avoir besoin de financement pour le moment. Je peux attendre au bout de 6 mois, de 5 mois, de 1 an, selon mon besoin et puis demander le financement à la banque. Donc, ce n'est pas systématique et la banque va apprécier l'activité que la femme veut financer. Est-ce que c'est une activité qui est rentable? Est-ce que c'est une activité qu'elle maîtrise? Est-ce une activité qui pourra lui permettre de rembourser le crédit au bout de 6-7 mois? Merci pour cette clarification. J'ai maintenant une question pour Aude. Donc, c'est en rapport avec la dernière étude de cas présentée. Donc, pour une micro-IMF qui souhaiterait renforcer l'inclusion financière des femmes en milieu rural avec des services innovants mais abordables, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Oui, merci Anouche. Pardon, j'étais en train de répondre à la question d'avant. J'ai échangé avec une collègue pour avoir plus de détails et juste pour dire, j'ai posté plus de détails sur le fonds de garantie en Papouasie-Nouvelle-Guinée et les contacts de ma collègue qui a été là-bas travailler peut donner plus de détails. Pour la question que vous venez de me poser, Anouche, pour moi, bon, ce n'est pas de solution miracle, mais je trouve que les deux exemples de Miagro et WIAGRI sont intéressants dans le sens où c'est de dire, OK, ça coûte cher, OK, c'est difficile, mais il y a il y a un impact social évident, mais il y a aussi un business case. Si on conçoit des produits qui sont adaptés, les femmes vont les utiliser, vont les réutiliser et il s'agit de mettre à jour l'impact sur le business et de dire c'est quelque chose qui est complexe mais qui peut être rentable. Donc là, l'utilisation de données sur le taux d'utilisation de services financiers, la rentabilité du service, etc., peut vraiment éclairer l'institution de microfinance ou le provider de services financiers sur est-ce que ça a du sens de faire ça ou, et en général, tout ce qu'on entend, c'est oui, on agrandit son marché, on trouve des clientes fidèles et qui en plus ont fidèles et avec une rentabilité forte. Et donc, il s'agit vraiment de réussir à mettre à jour ce business case pour les institutions de microfinance. Là encore, j'ai envie de me tourner vers MyAgro et WeAgri pour que vous rajoutiez à ça. Je pense que vos exemples sont très intéressants de ce côté-là. Oui, évidemment, n'hésitez pas à ajouter un mot, Aminata et Laure, si vous avez quelque chose à ajouter à cette question.
Sinon, je vais passer à une nouvelle question pour Aminata. Sur MyAgro, est-ce que les femmes font les cotisations entre elles? Et si oui, comment est-ce que la sécurité de ces fonds est assurée? Et je pense que ça, c'est la société, hein, parce que ce sont des normes déjà qui sont établies sur les groupements. Et on ne change rien par rapport à comment on fonctionne en leur offrant juste l'accès à nos produits. Donc, oui, les femmes cotisent entre elles, comme d'habitude, parce que ces groupements de femmes, généralement, elles se regroupent par semaine, une fois. Quelquefois, il y en a qui se regroupent une fois par mois et elles ont une boîte plutôt, où elles mettent leur argent et il y a des cadenas. La boîte elle-même, généralement, est gardée par le leader et les clés sont gardées par des membres du groupe. Ce qui veut dire que c'est assez sécurisé. Et c'est exactement le même concept qu'on garde avec la boîte mère. Il y a une boîte séparée et chaque femme a sa petite pochette là-dedans où elle peut mettre son propre montant et il y a une fiche qui prend en compte tout ce qui se passe là-bas, mais ensuite on met ça dans notre plateforme MyAgro. Mais la boîte elle-même est gardée par le leader et les clés aussi sont gardées par les membres. Donc MyAgro ne s'implique pas côté sécurité parce qu'on veut garder exactement les mêmes normes et ne pas changer cette dynamique-là. Merci beaucoup, Aminata. Une nouvelle question pour Laure de WeAgri. Donc, quel est le lien entre les crédits accordés et le développement de la place des femmes dans la filière anacarde? Ok, merci. En fait, ce qu'on a noté dans des enquêtes sur le terrain, c'est que les femmes étaient vraiment lésées en termes de revenus parce qu'elles ont des activités génératrices de revenus, on les connaît, elles sont vendeuses au marché. Ce sont les maris qui ont les champs, ce sont les maris qui ont les productions et elles sont en griffe laissées pour compte. L'idée de DigiFemme de les envoyer à la banque, c'est que on a remarqué qu'elles ont déjà lors de l'étude d'Albec, on s'est rendu compte que ces femmes-là avaient du revenu, soit lorsqu'elles ramassaient dans les champs pendant les campagnes d'anacarde, soit lorsqu'elles vendaient leur petite production, elles avaient du revenu. Et ce revenu-là était mal géré à leur niveau. Donc, nous, on essaie de canaliser cette gestion-là en les bancarisant. L'idée, c'est d'accroître les revenus de la femme pour qu'elle puisse apporter une aide à son mari. Donc, aujourd'hui, le mari porte toutes les charges, toute l'activité et les femmes, en ayant ces formations sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat, en étant bancarisées, en ayant du crédit pour qu'elle va fructifier à travers son AGR, pourra être en mesure d'appuyer son mari au quotidien dans les charges du ménage. Donc, c'est là le lien entre la banque qui permet d'accroître les revenus de la femme à travers l'activité génératrice de revenus qu'elle va financer avec le crédit qui va améliorer son revenu et sa place dans ce secteur d'activité-là, dans le monde rural. Je ne sais pas si je répondais à la question. Merci beaucoup, Laure. J'aurais maintenant une dernière question que je vais poser à nos trois panélistes donc pour avoir un mot de la fin sur ce webinaire. Donc, après tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, quels sont les mécanismes qu'on pourrait développer pour renforcer la capacité des femmes en milieu rural afin qu'elles profitent pleinement des solutions financières déjà disponibles? Donc, si vous voulez, on peut commencer par Aude, puis Aminata et Laure. Merci. Merci. Là encore, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a eu plusieurs choses qui ont été évoquées. Déjà, la digitalisation des services financiers, c'est un vrai plus, mais la question du manque d'accès des femmes aux devices mobiles est un premier problème et leur manque de familiarité et avec la technologie est un deuxième problème. Donc, tout ce qui peut favoriser l'accès et favoriser l'apprentissage et la familiarité avec la technologie est vraiment important. La deuxième chose, je dirais, parce qu'ici, on a parlé du design et de la sensibilité, du design des produits financiers au genre, je pense que tout ce qui peut être fait en termes de recherche, de segmentation, de mieux comprendre qui sont les clientes, à quoi ressemble leur quotidien, quels sont leurs besoins spécifiques, quelles sont leurs contraintes. Toute cette recherche avant de lancer un produit est extrêmement important. Alors encore une fois, quelqu'un a dit ça coûte cher, c'est compliqué, mais je pense que même
fait de manière assez légère, avec conscience juste qu'on ne va pas faire un seul produit pour tous, mais essayer de penser spécifiquement aux femmes et leur activité génératrice de revenus, le type de besoins qu'elles ont, le type de contraintes qu'elles ont. Je crois que c'est Laure qui a parlé du fait qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas avoir accès, que les hommes viennent à leur maison de la même façon que les hommes au sein de leur foyer. Toutes ces choses-là peuvent vraiment aider, prendre en compte toutes ces choses-là peuvent vraiment aider à concevoir des produits financiers qui sont mieux adaptés pour elles. Merci. Alors, je pense que Aude a un peu tout dit, hein. Mais pour reprendre un peu, si je pense déjà écouter ce qui se passe dans les communautés et vraiment avoir l'intention même de concevoir les offres, les projets, la sensibilisation même autour de la réalité terrain. Et il y a des choses qu'on pense qui peuvent être assez évidentes, mais pourtant qui ne sont pas prises en compte. Un exemple comme les formations que l'on fait, par exemple, au village. Donc, faciliter l'accès à ces formations-là aux femmes, mais aussi le mettre dans un contexte où ces femmes-là se sentent à l'aise. Par exemple, le fait même que ce soit juste des femmes autour, que ce soit dans un groupement. Donc, ces petites choses-là qui peuvent transformer l'impact d'un programme, qui ça a l'air anodin, mais c'est quand même quelque chose d'important lorsqu'on parle de réalité de terrain et qui peuvent changer la dynamique, même l'impact même de ces programmes-là. C'est donc faire ces recherches-là, comme Aude dit, et s'adapter à ce qui marcherait avec l'objectif en tête. Si c'est sensibiliser, qu'est-ce qui ferait que la sensibilisation marquerait? Est-ce que c'est avoir cette autorisation-là des hommes? Est-ce que c'est le faire dans un contexte où ce n'est pas au milieu du village? Est-ce que c'est en retrait du village? Des choses pareilles peuvent avoir un impact fort. Et c'est le moment vraiment d'avoir ces enseignements clés et de les incorporer dans ces produits-là. Euh, J'emboîte sur le pas de Aude et Aminata. Pour moi, c'est aussi la formation. Donc, l'outil premier, c'est la formation. Aujourd'hui, on remarque que grâce à cette formation que nous dispensons là, ces femmes apprennent beaucoup. On sait que la banque aujourd'hui a peur du milieu rural parce que c'est mal structuré, ce n'est pas organisé, mais avec de la formation, je pense que ce monde-là n'est pas fermé à de la culture, à de l'information, à de la formation, et on gagnerait à y aller. Donc, les institutions financières gagneraient à y aller, à former ces femmes-là, afin qu'elles soient bancarisables et de libérer leur potentiel pour qu'elles puissent demain être pleinement bancables. Voilà. Merci beaucoup donc à nos trois panélistes pour ce mot de la fin. Donc notre webinaire est maintenant terminé. Donc je tiens à remercier à nouveau nos trois panélistes pour leur temps et leur contribution très intéressante. Et merci à notre audience pour votre participation active dans le chat. Donc désolé, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais nous vous remercions pour votre contribution. Je vous invite maintenant à vous rendre sur Portail FinDev pour retrouver des articles de blog, offres d'emploi, publications, événements sur la microfinance et la finance inclusive. Si c'est la thématique du genre et de l'autonomisation économique des femmes qui vous intéresse, nous avons une page dédiée à cette thématique, donc vous pouvez vous y rendre et retrouver toutes sortes de ressources. Et nous vous invitons également à vous abonner à notre newsletter pour ne rien manquer de notre actualité. Nous vous invitons également à suivre de près le travail de Finequity, donc en retrouvant les liens dans le chat. Donc, d'ici 48 heures, vous recevrez par email l'enregistrement et la présentation de ce webinaire. Et un sondage va apparaître sur votre écran. Donc, nous vous invitons aussi à répondre à quelques questions pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc, merci à tous et à toutes et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci. Merci Anouche, au revoir tout le monde.